Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Financial News consacré aux perspectives économiques et financières des 6 prochains mois de la deuxième partie de l'année 2024. Alors, sur le plan de la croissance économique, eh bien, on a une économie mondiale qui continue de progresser, mais fondamentalement sans vraiment d'euphorie. Aux États-Unis, l'économie qui a été plutôt résiliente l'année dernière, eh bien, on voit quand même un petit tassement de la croissance économique, notamment parce qu'on s'attend à ce que les ménages ralentissent un peu leur rythme de consommation. Rien de grave, pas de récession à l'horizon, mais quand même un certain ralentissement de la croissance. En zone euro, c'est un peu le contraire. Là, ça va mieux, grâce notamment à des consommateurs qui se remettent à consommer. Mais d'un autre côté, on voit que le secteur industriel, qui semblait tout doucement repartir, continue malgré tout à avoir certaines difficultés, parce que le secteur industriel mondial n'est pas au mieux de sa forme et parce qu'il y a des problèmes de compétitivité. Donc, une amélioration dans la zone euro, mais qui n'est pas formidable, qui peut aussi être freinée par les finances publiques, puisque l'on sait maintenant que différents gouvernements vont devoir resserrer les boulons budgétaires pour avoir une trajectoire un peu plus soutenable de leurs finances publiques et forcément, ça a plutôt tendance à freiner la croissance économique. Et puis, il y a la Chine qui reste tout en contraste avec un secteur immobilier de la construction qui va mal, qui reste complètement déprimé, et un secteur industriel qui tente tout doucement de repartir, mais encore une fois, c'est pas la meilleure période pour le secteur industriel mondial, et donc on voit que l'un dans l'autre, c'est une économie qui n'accélère pas. Donc, quand on prend tous ces éléments ensemble, il n'y a pas vraiment d'élément de risque de récession imminente, mais par contre, une croissance qui se poursuit à un rythme modéré. Au niveau de l'inflation, eh bien, l'inflation continue de baisser, mais c'est de plus en plus difficile de normaliser l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en zone euro, parce qu'on voit que malgré tout, il y a encore certaines poches d'inflation. Le coût du transport qui continue à être un peu tendu par les problèmes au Moyen-Orient et les attaques des Houthis en mer Rouge sur des navires. Les salaires qui en Europe augmentent, c'est bien pour le pouvoir d'achat des ménages, mais ce n'est pas bien pour le coût salarial des entreprises, et ça peut générer des tensions inflationnistes, principalement dans le secteur des services. Donc oui, nous attendons à ce que l'inflation continue de se normaliser, mais le processus sera lent. Par contre, ou en plus, il ne faut pas oublier qu'à moyen terme, nous restons d'avis que l'inflation, qu'on rentre de nouveau plus dans un monde plus inflationniste que ce ne l'était avant le Covid. Mais pensez simplement à la démographie qui rend le marché du travail plus tendu, donc qui favorise les augmentations de salaire et donc les coûts salariaux, mais aussi les changements climatiques qui créent des tensions sur les denrées alimentaires, la nécessité de décarboner l'économie qui demande des investissements, tout ça coûte énormément, ou encore la déglobalisation qui entraîne une certaine pression à la hausse sur les prix. Et puis, à plus court terme, si Trump devient président, et pour le moment c'est lui qui a le plus de probabilité si on en croit les sondages, eh bien on sait qu'il mènera une politique qui risque d'être inflationniste. Donc nous rentrons dans un monde qui est quand même un peu plus inflationniste que par le passé. Ce qui veut dire que pour les banques centrales, l'affaire n'est pas simple. D'un côté, puisqu'on a une certaine normalisation de l'inflation, on peut imaginer des baisses de taux, et d'ici la fin de l'année 2025, nous pensons que la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne pourront baisser leurs taux d'environ 150 points de base, 1,5%, mais ce mouvement sera forcément graduel, et au final, on conservera des taux d'intérêt plus élevés qu'avant le Covid, tout simplement parce que l'inflation est également plus élevée qu'avant le Covid. Ce qui veut dire aussi que pour le marché obligataire, comme ce marché a globalement déjà anticipé ces baisses de taux de 150 points de base, le potentiel de baisse des taux longs, il est très limité, et fondamentalement, les taux sont déjà à ce niveau-là. Attention quand même, toujours sur le marché obligataire en Europe, avec des tensions politiques liées à des élections, notamment en France, une volonté de certains gouvernements de faire des politiques qui entraînent des dépenses, mais à l'inverse,
une nécessité de resserrer les boulons budgétaires, ça crée un cocktail qui rend les marchés obligataires un peu plus nerveux. Donc on ne serait pas surpris de voir quand même les primes de risque continuer à un peu augmenter dans certaines poches du marché obligataire. Voilà, ça ce sont les perspectives économiques. Donc pas d'euphorie, mais a priori, sauf gros accident, pas de récession dans les 6 prochains mois. Le fait marquant du premier semestre de l'année a été la vigueur de l'économie et une inflation qui, bien que moins virulente, demeure obstinément élevée, au point de contraindre les banques centrales à retarder leur projet de réduction des taux d'intérêt. Cela a évidemment eu un impact direct sur les marchés obligataires qui sont restés extrêmement volatiles. Les marchés boursiers ont pour leur part bien réagi avec un gain moyen de 14%. Et l'optimisme boursier reste de rigueur pour le second semestre et ce pour plusieurs raisons. L'atterrissage en douceur de l'économie devrait permettre à la Banque centrale américaine de commencer enfin à réduire ses taux d'intérêt et rejoindre ainsi la Banque centrale européenne qui a déjà entamé son cycle d'assouplissement monétaire. Or, on sait que les baisses de taux d'intérêt, en l'absence de récession, ont historiquement été positives pour les marchés boursiers dans un horizon de 3 à 12 mois. N'oublions pas non plus que l'inflation, certes un peu trop élevée, continue de soutenir les bénéfices des entreprises qui rebondissent un peu partout dans le monde. Les marchés sont certes à des niveaux très élevés, en particulier dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, mais le rallye pourrait s'étendre au secteur jusqu'ici délaissé par les investisseurs. Au niveau régional, l'Europe pourrait s'en sortir potentiellement mieux. Même les petites capitalisations, qui restent à la traîne, commencent à montrer des signes de rebond. En ce qui concerne les obligations, l'année ne sera sans doute pas glorieuse, mais les baisses de taux attendues devraient leur apporter un petit peu d'oxygène et un atterrissage en douceur de l'économie devrait permettre aux obligations d'entreprise de continuer à surperformer les obligations d'État. En ce qui concerne l'immobilier, coté, nous gardons une position neutre en attendant que s'achève le processus de consolidation. Enfin, nous sommes positifs sur les matières premières et en particulier sur les métaux industriels, en raison de leur grande sensibilité au cycle économique, ainsi que l'or que nous continuons à considérer comme une source de diversification extrêmement intéressante dans un portefeuille d'investissement en raison de sa nature décorrélée avec les autres actifs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces perspectives de mi-année et je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous pour la suite dans quelques mois.